Bien, nous reprenons cette quête sur ces manuscrits autographes de la première modernité, leur signification, leur nombre, leur nature, avec pour conclure sur ce point, c'est-à-dire le fait que si l'auteur scribe de lui-même agit comme scribe plus que comme auteur, on voit là que la frontière poreuse qui existe dans le monde de la copie manuscrite entre ces deux fonctions, celui qui copie et celui qui a composé le texte, puisque le mouvement peut s'inverser, c'est-à-dire pas seulement des auteurs qui sont scribes d'eux-mêmes et qui deviennent quasi dans leur qualité ou leur défaut scribes professionnels, mais aussi le fait que des copistes de manuscrits peuvent usurper la qualité d'auteur. C'est du moins ce que percevait Ben Jonson dans le prologue, l'épître qui ouvre l'édition de 1607 de Volpone. Il stigmatise à la fois les poètes et les copistes. Pour lui, dit-il, je traduis, les auteurs de ces jours ne sont plus des interprètes ou des arbitres de la nature, des professeurs des choses divines et humaines, des maîtres dans les manières, parce que, dit-il, aujourd'hui, leurs propres manières, mais aussi leur nature, sont inversées et il ne subsiste rien de la dignité de poète, si ce n'est le nom dont on abuse et que chaque scribe usurpe, which every scribe usurps. C'est-à-dire que finalement, que ces poètes déchus sont aussi déshonnêtes que ne sont les scribes qui, parce qu'ils copient, deviennent auteurs du texte. C'est donc là une autre manière de penser cette indécidabilité, cette fluidité entre la fonction d'auteur et la fonction de copiste dans le monde de la copie manuscrite. Alors, sans doute, on peut, à partir de ce constat, réfléchir sur les raisons, sauf exception, du très faible nombre de manuscrits d'auteurs conservés pour les XVIe, XVIIe et partie du XVIIIe siècle. Si l'on pense au cas espagnol, une première raison qui s'impose, mais qui vaudrait pour d'autres situations européennes, et là en dehors de ce cas particulier qui est le manuscrit dramatique, c'est le fait que, comme vous le savez, partout, pour être publié légalement, un texte doit être adressé à la censure qui donne son approbation et licence. Et il est clair que dans la très grande majorité des cas, et en particulier lorsque ne se pose pas cette question de la représentation, le manuscrit qui est envoyé au Conseil royal pour être ensuite donné à lire à un certain nombre de censeurs n'est pas le manuscrit autographe de l'auteur, qui est un manuscrit avec rature, hésitation, correction, suppression, mais toujours, cas du théâtre mis à part, ce que l'on peut définir comme une copie au propre, copia en limpio en espagnol ou fair copies dans la tradition bibliographique anglaise et américaine. Donc une copie établie par un scribe professionnel, éventuellement corrigée par l'auteur, quelquefois avec des additions de la main de l'auteur dans les marges ou dans des feuilles volantes, mais le manuscrit transmis au Conseil du roi pour être transmis au censeur est cette copie au propre qui est une première transformation ou mutation du manuscrit d'auteur autographe à une copie manuscrite qui devient l'objet même de la lecture des censeurs et éventuellement de leurs interventions, c'est-à-dire des corrections qu'ils suggèrent et des transformations qu'ils imposent. Dans le cas de l'espagnol, cette copie au propre, cette copia en limpio, est qualifiée de original,
ce qui est paradoxal, puisque par définition, elle n'est pas un manuscrit original, elle est un manuscrit copié, mais comme si finalement, dans le processus de publication, le premier manuscrit qui compte n'était pas celui de la main de l'auteur, mais était cet original, cette copie au propre qui a été lue par les premiers lecteurs, c'est-à-dire le censeur. Et cette première copie, qui est désignée comme originale, porte les premières interventions sur le texte, qui sont les introductions d'une ponctuation, une régularisation des graphies, tout élément que l'on ne rencontre pas naturellement dans les manuscrits d'auteurs ou dans les lettres écrites par des auteurs, par exemple Cervantes. Il y a donc là une première contribution d'un copiste anonyme à ce qu'est le texte même d'une œuvre. Et c'est cette copie au propre, soumise à la censure, incorporant éventuellement les indications de modification ou suppression imposées par les censeurs, qui qui est remise au libraire qui a pris en charge l'édition ou éventuellement à l'auteur, et c'est elle qui entre dans l'atelier typographique pour être soumise à une deuxième série d'interventions, par-delà celle du copiste et éventuellement des censeurs, et qui est ce que l'on qualifierait aujourd'hui de copy editing, un travail d'édition, un travail de préparation du texte pour sa composition typographique et qui renforce la ponctuation, la présence des lettres majuscules, les accents et aussi les divisions du texte. Soit des divisions du texte qui sont d'ordre proprement lié à l'écriture, soit les divisions du texte, et je ne veux pas entrer dans des détails trop techniques, mais qui sont celles qui permettent de ensuite composer le texte, non pas en suivant l'ordre même du texte, mais en composant les pages qui apparaissent du même côté d'une feuille d'imprimerie avant qu'elle soit pliée pour former cahier d'une édition imprimée, ce que l'on appelle la composition par forme. Il y a donc deux types d'interventions, les unes qui sont d'ordre proprement textuel, graphie, accent, ponctuation, division textuelle, et de l'autre, il y a des interventions plus techniques qui sont liées avec la décision sur la manière de composer au sens typographique le texte. Et du coup, c'est ce manuscrit-là qui devient la copie utilisée par la composition. Et ce qui fait perdre au manuscrit d'auteur son statut et entraîne le plus généralement sa disparition. Cette copie au propre qui a circulé dans les instances de la censure, qui a été préparée pour la composition typographique, devient l'original, qui se substitue à ce premier manuscrit qui perd toute importance. Et d'ailleurs, cette copie manuscrite elle-même peut perdre toute importance à partir du moment où le texte a été imprimé. Ce qui explique que non seulement on a peu de manuscrits d'auteur, pour la première raison que je viens de dire, mais aussi que l'on a peu de copies utilisées par les ateliers typographiques. Ces copies d'imprimerie ont elles aussi disparu, comme si elles n'étaient pas des objets qu'il était utile de conserver une fois que le texte est devenu le texte d'un livre imprimé. Il y a là à nouveau une exception, et pour des raisons de censure, qui est l'exception espagnole. À la Bibliothèque nationale à Madrid, plusieurs centaines originales, de copies utilisées comme copies par les imprimeurs, ont été conservées à partir de la milieu du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. La raison en est très précise,
c'est le fait que dans le cas des dispositifs de la censure en Castille, en Aragon, dans les Espagnes, une fois que le texte a été entièrement imprimé, il doit être collationné par un secrétaire du Conseil du roi avec, justement, cette copie qui a servi à la composition typographique pour voir si aucun passage a été introduit par rapport au texte qui a été approuvé par la censure dans le moment même du processus d'impression, et donc du coup qui ferait que le livre imprimé aurait pu être différent de la copie qui a été authentifiée et acceptée par la censure. Et c'est ce que l'on rencontre dans la fe de errata, qui n'est pas simplement de relever des erreurs typographiques, mais qui est une signature par un secrétaire du Conseil du roi qui atteste qu'il ait fait ou non le travail, ça c'est un autre problème, mais parce qu'on trouve parfois des variations, mais qui atteste que le livre imprimé est strictement conforme avec le manuscrit, c'est-à-dire cette copie d'un scribe qualifié d'original qui a été autorisé par les censeurs et qui a été publié avec une permission ou un privilège du souverain. Donc on a là des raisons fortes pour la double disparition. Disparition des manuscrits d'auteur, disparition des copies au propre. Chaque étape finalement du processus de publication rendant obsolètes les formes préalables qui avaient pu être le lieu d'inscription de l'œuvre. Alors la question c'est pourquoi, alors que rien ne change dans les régimes de censure ni dans les techniques d'imprimerie jusqu'au début du XIXe siècle, ou pour la censure la fin du XVIIIe, pourquoi est-ce qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, et pas seulement avec les exemples français, on a conservé des manuscrits d'auteurs? On voit bien avec cette question que le problème ne peut pas être limité à une dimension institutionnelle avec la censure ou à une dimension technique avec la pratique même de l'art d'imprimer dans la première modernité, mais qu'elle met en jeu des conceptions philosophiques, esthétiques et juridiques qui définissent un nouveau régime de publication et de circulation des textes à partir du XVIIIe siècle, nouveau régime dans lequel la présence de l'auteur, son identification grâce à sa main, deviennent des éléments essentiels. Et c'est comme cela que je lis l'exposé d'aujourd'hui avec ce que l'on avait vu la fois dernière, c'est-à-dire en partant, et ici la chronologie doit être comprise dans une chronologie dynamique, ce n'est pas 1750, c'est un mouvement qui commence avec le statut de la reine Anne en 1709-1710 en Angleterre, c'est-à-dire établissant un nouveau régime de publication puisque les droits que les libraires ou imprimeurs, éditeurs de Londres tenaient pour perpétuels sur les œuvres qu'ils avaient acquises est brisé dans la mesure où ce statut de 1709-1710 affirme qu'après 14 ans de monopole exclusif assuré par le writing copy devenu copyright, la même œuvre pourrait être rééditée par qui le voudrait. Et 14 ans supplémentaires si l'auteur est encore vivant. Mais du coup, pour pouvoir se défendre contre cette mesure qui allait tout à fait à l'encontre des traditions de la Stationers' Company, des libraires imprimeurs de Londres, qui clamaient que le writing copy devenu copyright était perpétuel, imprescriptible et transmissible, ceux-ci doivent justifier de cette revendication en mobilisant, ou du moins par l'intermédiaire des avocats qu'ils ont engagés dans des procès qui jugent des rééditions qui ont respecté ce nouveau statut, mais que les libraires et imprimeurs de Londres considèrent comme illégitime et illégal,
Ils doivent mobiliser des arguments, et ces arguments renvoient à l'idée que, fondamentalement, l'auteur est le premier et primordial propriétaire de son œuvre, et qu'il l'est de manière imprescriptible et perpétuelle, et que cette caractéristique d'imprescriptibilité et de perpétuité se transmet avec l'œuvre lorsqu'elle passe de l'auteur au libraire ou à l'imprimeur, car plus rare, éditeur. Et c'est à partir de là qu'une configuration conceptuelle se met en place qui lie la propriété sur l'œuvre avec l'individualité de son créateur et avec la singularité de sa création. C'est dans cette constellation de trois catégories, originalité de l'œuvre, singularité de l'écriture et propriété sur la composition littéraire, que se constitue une sorte de creuset d'un nouveau régime de perception, définition, catégorisation des œuvres. Et de là, comme conséquence, ce que j'ai évoqué la fois dernière et que l'on trouverait dans toute l'Europe, le fait que le pivot premier de ce nouveau régime de production ou de circulation des textes renvoie à la singularité irréductible de l'auteur. Et vous vous souvenez, dans les textes que j'ai cités la fois dernière, cette singularité irréductible peut être définie à partir d'un critère qui est le critère de l'usage de la langue et de l'expression du sentiment. C'était cette citation de Blackstone: The identity of a literary composition consists entirely in the sentiment and the language. L'identité d'une composition littéraire consiste entièrement dans le sentiment et le langage. Sentiment et langage de qui? De l'auteur. Premier propriétaire, et donc du coup transmettant à ceux qui acquièrent son œuvre les caractéristiques de sa propriété. Ce langage du sentiment, enfin cette justification par le langage et le sentiment, on la retrouvait dans la citation que j'avais faite de Diderot, avec finalement le même registre, lorsqu'il évoque le fait que la propriété de l'auteur est justifiée parce que l'œuvre transmet, reçoit ses propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l'immortalise, qui ne lui appartient pas. Enfin, qui l'immortalise, et donc du coup la chute, c'était à partir de là, est-ce que l'on pourrait dire que le bien qui est produit par ce sentiment et ce cœur, c'est-à-dire l'œuvre littéraire, n'appartient pas à l'auteur? Et finalement, dans un registre plus philosophique, le fait que dans la controverse en Allemagne autour de l'illégalité de la reproduction des textes, qui était mis en avant particulièrement par Fichte, c'était le fait que la forme dans laquelle un individu façonne des idées, qui peuvent être par ailleurs dans leur contenu universel, et la manière singulière qu'il a de les articuler, de les lier l'une à l'autre, définissent cette irréductible singularité, donc cette permanente et perpétuée propriété. On voit que dans tous ces cas, le langage, le cœur ou la forme, tout ramène à l'idée d'une individualisation radicalement singulière de l'auteur, et donc du coup, la seule matérialisation possible de cette immatérialité, puisque découle de cette idée que l'œuvre renvoie au sentiment, au langage, à la forme, découle l'idée que l'œuvre est immatérielle, même si elle n'existe que dans des matérialités. Elle existe dans la pureté de cette projection dans un écrit du sentiment, de l'idée ou de l'écriture. Et donc, du coup, cette immatérialité fait qu'elle peut se trouver incarnée dans une multiplicité de réalités concrètes.
Et de là, cette dissociation absolument fondamentale jusqu'à aujourd'hui entre l'œuvre dans son essence et son immatérialité et de l'autre côté, ses matérialisations successives ou contemporaines. Mais du coup, quelle est la trace matérielle la plus authentique qui puisse être donnée à cette immatérialité du génie? Ce ne sont pas ces multiples formes d'incarnation soumises à des variations, des corruptions, des perversions qui tiennent à la pratique de l'imprimerie ou aux erreurs de la copie manuscrite. C'est quelque chose qui est en deçà de ces incarnations ou matérialisations successives, c'est-à-dire la seule matérialité acceptable de l'immatérialité du génie créateur, c'est la trace laissée par la main. Et du coup, le manuscrit autographe ou la signature de l'auteur deviennent les signes visibles de cette invisibilité d'une création toujours identique à elle-même, quelle que soit la forme matérielle qui lui est donnée. C'est comme ça, je crois, que se lie de manière très complexe, mais en même temps assez directe, d'un côté, cette nouvelle configuration qui enserre la création intellectuelle ou littéraire dans ces catégories de singularité, d'originalité et de propriété, et d'autre part, l'importance nouvelle donnée à la trace unique qui permet ce rapport avec ce génie immatériel, c'est-à-dire l'écriture autographe. Ce n'était évidemment pas le cas auparavant, et pour plusieurs raisons. La première raison était qu'au XVIe, XVIIe siècle, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, dans les registres paroissiaux, dans les documents notariaux, la signature peut être déléguée, c'est-à-dire que ce qui, pour nous, s'est constitué à partir du XVIIIe siècle, qui fait que la signature est le signe le plus radicalement distinctif qui identifie dans sa différence d'avec tous les autres un individu, n'avait aucun statut dans le droit ou dans la pratique notariale ou dans les registres paroissiaux. Et on le voit très bien avec le cas des signatures de Shakespeare, la plupart étant différentes les unes des autres, 6 ayant été identifiées, peut-être autographes, mais 2 seulement semblables l'une à l'autre. Donc il y a d'une part la délégation de signature et d'autre part la variation de signature. On voit bien qu'on est dans un univers conceptuel dans lequel on ne reconnaît pas l'individu à partir de ce tracé de sa signature. Ce qui changera à partir du moment où la signature devient la marque radicale de l'individualité. Et d'autre part, on est dans un univers préalablement où, même si l'on évoque la main de l'auteur, on n'a pas de nécessité à la montrer, comme on peut la montrer avec un manuscrit autographe ou une signature authentique. C'est par exemple la rhétorique qu'emploie en 1623 dans le prologue du Folio, qui rassemble pour la première fois 36 ou 37, ça dépend des exemplaires, pièces de Shakespeare. Les 2 éditeurs, Condell et Hemmings, qui étaient 2 anciens camarades de la troupe et en même temps propriétaires, comme l'était Shakespeare, de part dans la troupe des Kingsmen, décident donc cette édition. Et dans leur adresse à la grande variété des lecteurs, un texte très célèbre, ils revendiquent le fait que leur édition est l'édition de Shakespeare Writings, des écrits de Shakespeare, et que, en elle-même, sans authentification ou preuve, elle transmet au lecteur l'écriture de Shakespeare, les écrits édités étant en fait la traduction immédiate, sans reste, quasi sans distance, de l'écriture shakespearienne. Je cite cette figure rhétorique, mais qui n'a pas la nécessité
d'une démonstration. Son esprit et sa main allaient de pair. Et ce qu'il pensait, il l'énonçait. En fait, le mot employé est uttered, ce qui était à la fois énoncé, c'est un mot qui peut être aussi la mise en circulation des monnaies avec l'authentification la plus puissante de l'autorité politique. Donc, il n'y a pas d'autorité plus grande que celle de le uttering soit de paroles, de mots ou des monnaies. Il l'énonçait avec une telle aisance que presque jamais nous avons rencontré de rature dans ces papiers. Alors se construit tout un scénario de l'édition du folio, supposément fondé sur les papers de Shakespeare, alors qu'en fait, sinon toutes les pièces ont toutes été éditées à partir d'un côté d'éditions déjà existantes, sous la format des quartos, ou bien à partir de manuscrits qui étaient ceux des compagnies, mais qui n'étaient pas, sauf rare exception, des manuscrits authentiquement shakespeariens. Il y a donc cette première mythe qui est les true and original copies, les manuscrits, les papers originaux de Shakespeare, et d'autre part le fait que puisque ces papiers étaient sans aucune rature et qu'ils transmettaient directement l'inspiration de Shakespeare, la main et l'esprit allaient de pair et le lecteur est donc confronté directement avec la main de Shakespeare, mais dans sa forme imprimée et au-delà avec sa puissance créatrice. Il n'y a aucune nécessité dans cette perspective-là, même si l'on évoque the hand, la main de Shakespeare, de la montrer, de lui donner des traces visibles. En revanche, au XVIIIe siècle, tout bascule et la nécessité de montrer la main et l'authenticité de la main, soit dans la signature, soit plus encore dans les manuscrits autographes, devient essentielle puisque c'est là le signe visible d'une réalité immatérielle. Et la preuve en est que cette nécessité a entraîné son envers, c'est-à-dire la multiplication des falsifications ou des faux qui présentent comme des manuscrits autographes d'auteurs, alors qu'en fait ils sont le résultat d'un travail de faussaire. Je l'avais évoqué l'année dernière dans la deuxième cours sur le Cardenio et le XVIIIe siècle anglais. En février 1795, William Henry Ireland organise une exposition dans la maison de son père et que montre-t-il? Une série de manuscrits tout récemment découverts dans une malle abandonnée, jamais ouverte depuis le XVIIe siècle, de Shakespeare. On y rencontre le manuscrit autographe du roi Lear et, plus curieusement, le manuscrit autographe de deux pièces de Shakespeare ignorées jusque-là, l'une qui s'appelle Henri II et l'autre Vortigern and Rowena, qui est une pièce des temps comme Cymbeline, des temps premiers de l'histoire anglaise. Et cette pièce, d'ailleurs, va être jouée une fois seulement, et semble-t-il sans grand succès, au théâtre de Drury Lane en avril 1795. On découvre aussi dans cette exposition, venant comme document authentique de la main de Shakespeare, des lettres qu'il a envoyées à son premier protecteur, le Southampton, qui est celui à qui sont dédiés les deux poèmes, Vénus et Adonis et le viol de Lucrèce. On y découvre une profession de foi très protestante de Shakespeare, ce qui était une manière de prouver définitivement que toutes les suppositions sur un Shakespeare catholique ou proche du catholicisme n'avaient aucune raison d'être. Et on y retrouve, ce qui était peut-être la pièce la plus précieuse, une lettre d'Élisabeth Ier adressée à William Shakespeare. Donc, une série de mains, la main de Shakespeare, la main d'Élisabeth et un échange de lettres où se trouvait la main de Southampton. Et évidemment, tout
était un ensemble de falsifications et de faux établis par William Henry Ireland lui-même, tel que l'a démontré dans une controverse violente Edmund Malone, qui était l'éditeur qui préparait l'édition de Shakespeare et qui avait publié une première édition de Shakespeare en 1790 et qui préparait à la fois une biographie et une réédition de Shakespeare et qui démontre la fausseté de tous ces documents en comparant les écritures de Southampton, d'Élisabeth ou de Shakespeare avec des écritures authentiques des trois personnages. Et ainsi, il expose l'imposture dans un livre qui a un titre long mais très significatif, je traduis, une enquête sur l'authenticité de certains papiers et instruments légaux attribués à Shakespeare, à la reine Élisabeth et à Henry, Earl of Southampton. Et le livre de Malone était illustré par des facsimilés de la main authentique de ce noble, c'est-à-dire le Southampton, de Sa Majesté Élisabeth Ier et d'un nouveau facsimilé de l'écriture manuscrite de Shakespeare, jamais exposé ou donné à voir auparavant, et d'autres documents authentiques. On voit donc autour de la question du faux, de la falsification au XVIIIe siècle se joue à la fois une question de l'authenticité qui doit être prouvée, et peut-être que dans la dynamique qu'a très bien souligné Anthony Grafton dans son livre Forgers and Critics, il y a là un exemple particulier, c'est-à-dire que c'est à partir de ces falsifications ou de ces faux que se renforcent les nécessités de la preuve qui peut les démontrer ou les démonter comme telles. Et comme on le voit ici, une autre question qui serait la question technique, l'apparition d'une nouvelle technique de reproduction dans les livres imprimés des documents manuscrits, c'est-à-dire les premières formes du facsimilé, qui viennent donner le support d'une technique à cette revendication d'authenticité. On est donc dans un univers où là, la main doit être montrée et non pas être évoquée comme dans le cas du premier folio de Shakespeare. Alors on pourrait, à partir de là, suivre une histoire qui serait une histoire au XIXe et au XXe siècle du fétichisme qui va s'attacher à la main, quelquefois d'une manière extrêmement matérielle, puisqu'on a des moulages de mains d'auteurs dans les maisons des écrivains ou dans les musées, mais aussi certains auteurs vont jouer avec ce prix accordé aux manuscrits autographes, et un prix qui n'est pas seulement un prix symbolique d'attribution de l'œuvre à une main, donc à un esprit, mais aussi qui est un prix de marché, c'est-à-dire la vente possible des manuscrits supposément autographes comme une source de revenus pour les auteurs contemporains. Un exemple assez spectaculaire qui nous ramène une autre fois à Philadelphie, c'est l'exemple du manuscrit original de Ulysses, d'Ulysse de James Joyce, qui se trouve dans le Rosenbach Museum and Library. Et Joyce avait mis au net cette copie de ses propres brouillons, esquisses, premiers états du texte, qu'il écrivait pour certains d'entre eux dans ses carnets, pour deux raisons. L'une, établir un manuscrit lisible pour une dactylographie, et donc de donner à un dactylographe la possibilité d'établir un texte propre, une copia in limpio, on aurait dit au XVIIe siècle à Madrid, et d'autre part, l'idée d'établir un objet dont la valeur résidait tout entière dans le fait qu'il apparaissait comme étant le manuscrit original d'Ulysses. Et cette deuxième intention a été réalisée et couronnée de succès, puisque en 1919, un avocat qui était en même temps un mécène new-yorkais, qui s'appelle John Quinn, a acheté
ce manuscrit à Joyce pour avoir le manuscrit autographe original de Ulysse. Et c'est à partir du moment où Queen a mis en vente, dans une vente aux enchères, ces manuscrits et ces livres, que le docteur Rosenbach, qui était un érudit, mais aussi un marchand de livres précieux, rare, a acquis ce manuscrit d'Ulysse qui se trouve maintenant dans le musée, qui est le résultat de sa collection. On voit donc qu'on est devant un manuscrit assez complexe, celui qui... La double nature de ce manuscrit est tout à fait intéressante. D'un côté, c'est un manuscrit de travail dans la mesure où il se situe à un moment comme un état du processus d'écriture d'Ulysse par Joyce, mais en même temps, d'une certaine manière, c'est un manuscrit de présentation, mais ici, non pas tourné vers un présent fait en le présentant à un patron ou un protecteur, comme dans le monde de l'Ancien Régime, mais un manuscrit de présentation qui peut devenir une commodity, qui peut devenir un bien négociable, circulant sur un marché et entraînant un profit direct, et non pas indirect, comme dans le cas du patronage, pour l'auteur. Il y aurait beaucoup d'autres exemples dans lesquels on pourrait suivre ce fétichisme de la main et les multiples usages qu'il a pu avoir au cours du XVIIIe siècle. Alors cette forte relation, ici transformée en un processus de présentation et commerce de l'écriture, cette forte relation qui existe entre le manuscrit autographe et l'authenticité de l'œuvre n'a pas seulement été construite de l'extérieur par ce que j'évoquais, en particulier au XVIIIe siècle, ces conflits ou ces alliances entre les auteurs et les libraires éditeurs pour protéger à la fois les droits traditionnels de ces libraires éditeurs, dans le cas de l'Angleterre, un copyright perpétuel, dans le cas français avec Diderot, le privilège de librairie, même si Diderot lui donnait un contenu tout différent de celui de la grâce royale, mais comme la sanction d'un contrat passé entre un auteur et un libraire éditeur. Donc il y a une construction ou bien dans le cas allemand, de façon à pouvoir briser ce cercle infernal des reproductions des textes rendues possibles par la fragmentation étatique qui limitait très fortement l'emprise ou l'utilité du privilège. Donc il y a bien une construction de l'extérieur, par l'institution, ou par les institutions, de cette configuration qui attribue à la main de l'auteur une importance décisive. Mais en même temps, on peut aussi montrer qu'elle est intériorisée par les auteurs qui, si dans la période que j'ai évoquée antérieurement, elles pouvaient être des copistes d'eux-mêmes, dans ce cas-là, deviennent des archivistes d'eux-mêmes. Et on le voit avec deux exemples tout à fait spectaculaires. De nouveau, Rousseau. D'autant plus spectaculaire dans ce cas-là, comme on l'a vu, qu'il a une capacité technique de copiste qui l'accompagnera tout au long de son existence. Et le cas le plus emblématique, c'est évidemment la Nouvelle Héloïse, puisque pour la Nouvelle Héloïse, Rousseau a gardé les brouillons. Il a établi 4 copies manuscrites de sa main, comme pour les dialogues, et il a conservé, pour 3 éditions imprimées successives, des exemplaires sur lesquels il a porté, d'une part, il a conservé des épreuves avec les corrections et des annotations pour 3 éditions imprimées de son roman. Il y a là un dossier génétique qui peut être comparé avec les dossiers génétiques du XIXe siècle, avec brouillon,
copie manuscrite, épreuve corrigée. Donc le cas de Rousseau est un cas topique et d'ailleurs qui sera prolongé plus tard, y compris après sa mort, avec les conflits extrêmement complexes qui sont noués autour des manuscrits autographes des confessions. Et notre collègue Raymond Burn a consacré un livre entier à cette compétition entre les héritiers testamentaires et les libraires éditeurs, parfois c'était les mêmes, autour de cet manuscrit absolument devenu comme la preuve la plus profonde de ce lien entre l'authenticité et la singularité, l'authenticité de l'œuvre, la singularité de l'auteur et l'écriture autographe qui était liée avec ce sort des confessions. Mais le cas de Goethe en Allemagne serait aussi un cas où l'on pourrait voir cette intériorisation par l'auteur de l'importance de ses propres manuscrits et en quelque sorte en conséquence de cette idée que l'auteur devient l'archiviste de lui-même. Dans une lettre écrite vers la fin de sa vie au chancelier Müller, Goethe écrit « Mes manuscrits, mes lettres et mes collections méritent la plus grande attention. On ne rencontrera pas avant longtemps des collections si riches, si variées pour un seul individu. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que sa conservation pourra être assurée. » On voit donc l'importance pour lui de la conservation de ces manuscrits, incluant à la fois les manuscrits des œuvres et la correspondance, inséparables de collections de livres, et peut-être d'autres objets symboliques, et l'appel à une autorité qui pourrait prendre en charge cette conservation. On voit donc que dans les deux cas, pour Rousseau et pour Goethe, cette forte relation autobiographique avec l'écriture manuscrite a une première raison, c'est l'idée d'une préparation des œuvres complètes. Et là encore, avant même les confessions, l'idée des œuvres complètes de Jean-Jacques est un thème qui a mobilisé toute la librairie européenne. Il y a donc là une nécessité des œuvres qui soient fondées sur les documents les plus authentiques. Mais je crois qu'au-delà de cette fin pratique d'édition des œuvres complètes renvoyées ou appuyées sur les papiers de l'auteur, on a quelque chose de plus, c'est-à-dire ce lien extrêmement puissant qui se constitue entre le poète ou l'auteur et ses archives. Et un des essais de Goethe avait pour titre « Les archives du poète et de l'écrivain ». Donc une volonté de maintenir dans une forme de survie de leur existence et en les protégeant contre les destructions qui traditionnellement les avaient frappés, les manuscrits autographes. On peut voir aussi cela parfois au-delà même, au XIXe siècle, au-delà même de l'idée d'une transmission de ces manuscrits autographes, transmission à des héritiers, à des libraires éditeurs pour les œuvres complètes et aux lecteurs comme trace d'un cœur, d'une âme. On peut le voir même lorsque, sans cette volonté de transmission, existe cette intense relation entre l'auteur et ses manuscrits. Une des expressions les plus fortes que l'on peut rencontrer, c'est dans une lettre que Flaubert adresse à Louis Collet en avril 1852. Et il écrit « Pourvu que mes manuscrits durent autant que moi, c'est tout ce que je veux. Je les ferai enterrer avec moi comme un sauvage fait de son cheval. » Il y a donc là, indépendamment de toute volonté de transmettre à qui que ce soit,
la volonté, ces manuscrits, la volonté de les conserver au plus près du corps, y compris du corps mort, même s'il s'agit là d'une expression métaphorique et qui n'entraînait pas nécessairement de réalité matérielle. On y trouve exprimé avec une très grande puissance ce que j'essaye de mettre en place à partir du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'importance acquise par l'autographe. Et c'est aussi le moment du développement des collections de signatures. Et c'est une importance de l'autographe, signature pour les collectionneurs, manuscrits pour les auteurs, éventuellement leurs héritiers et les libraires éditeurs, renvoyant à la fois des configurations qu'on peut qualifier d'institutionnelles et de juridiques, à de nouveaux concepts esthétiques, mais plus profondément peut-être encore à cette dimension qui est une dimension de la subjectivité, qui est une dimension de la reconnaissance de l'individu par les autres ou par lui-même à travers cette trace privilégiée de sa singularité qui est son écriture. L'écriture qui peut être montrée, exhibée, reproduite grâce aux techniques du facsimilé. Du coup, je vais conclure avec ça. On voit que dans cette trajectoire que j'ai essayé de dessiner ce matin, qui commençait avec l'obsession contemporaine pour les archives d'auteurs, qui pouvait ensuite montrer que ces archives d'auteurs auraient été impossibles à construire si le champ chronologique considéré avait voulu s'emparer des XVIe, XVIIe siècles, période où, sauf exception rare, sont les manuscrits d'auteurs, et pour les raisons qui sont liées à la fois à des catégories mentales et à des processus de publication, et montrer aussi qu'à partir d'un certain moment dans le XVIIIe siècle, forgé au sein des tensions autour, finalement, du copyright, du privilège et de la contrefaçon, naissait l'importance première de l'auteur et qu'à partir de ce moment-là, naissait aussi du même pas l'importance fondamentale de la trace de son génie, décelable, repérable dans son écriture. Alors cela nous amène à ce dont je voudrais parler la fois prochaine, c'est-à-dire en faisant retour finalement à ce texte de Foucault qui systématise, sans intérêt pour la chronologie particulière, mais qui systématise cette émergence d'un régime moderne de la production, la circulation, la désignation et l'appropriation des œuvres, essayer de comprendre qu'est-ce qui est introduit dans à la fois les pratiques de l'édition des textes, les délimitations des œuvres et les rapports entre l'écrivain et l'auteur, et entre l'auteur et l'œuvre, lorsque sont disponibles d'abondantes archives littéraires, doublées, appuyées par des archives d'édition, comme c'est le cas pour la critique génétique ou l'histoire de l'édition lorsqu'elle s'empare des grandes figures canoniques du XIXe ou du XXe siècle, et lorsque ces sources documentaires n'existent pas, c'est-à-dire où l'on est face à un monde d'auteurs qui n'ont laissé aucune trace autographe et autobiographique de quelque nature que ce soit. Et donc d'amener finalement cette réflexion sur qu'est-ce qui est opéré comme différence dans des approches critiques ou des pratiques d'édition ou des conceptions même de ce qu'est une œuvre par cette existence ou cette absence de la main de l'auteur, une main de l'auteur
que l'on peut rencontrer dans ses formes les plus matérielles quelquefois et dans les multiples traces qu'elle a laissées dans les archives, à commencer par les archives d'auteurs. Donc ce serait le point de départ du cours de la prochaine semaine. Je rappelle que pour les étudiants de l'auditoire, que ce soir à 16 heures, dans une salle dont je ne me souviens plus, mais qui doit être la 1 ou la 4, commencera le séminaire, qui est d'ailleurs un séminaire auquel évidemment participent les étudiants qui travaillent avec moi à l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà. Alors, à la semaine prochaine.